Dans vos études supérieures, tant que vous n'avez pas tout donné, vous n'avez rien donné en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir un chiffre et d'être sûr de l'exploser en fait. C'est un peu pirate en fait du domaine, tu vois. En fait, soit t'as quelqu'un qui est bon, c'est-à-dire qui naturellement a un bon parcours, soit t'as quelqu'un qui est mauvais en fait. Et si t'es mauvais, t'as intérêt à t'être beaucoup préparé. Si le jury passe un bon moment et t'aime, en fait t'as gagné. Donc le français est plus travailleur que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Alors ça à 100%. Ah mais ça je me suis rendu compte quand j'y étais aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parole d'AST, le podcast qui donne la parole aux AST qui ont un parcours atypique ou un parcours d'excellence. Et c'est le cas de mon invité aujourd'hui. Salut Antoine. Salut. Antoine Donnarumma, que j'ai le plaisir de recevoir, qui a plusieurs casquettes. C'est à la fois un élève qu'on a préparé, qui a intégré le SCP, alumni le SCP du coup, commercial, et c'est même devenu un ami, donc ça me fait vraiment plaisir de le recevoir aujourd'hui. Il va nous raconter un petit peu son parcours. Antoine, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors merci déjà effectivement de m'avoir invité. Je m'appelle Antoine Donnarumma, j'ai fait le SCP. Avant ça, j'ai fait donc un bachelor en management en Suisse à Lausanne, à la faculté des HEC de l'université de Lausanne. Ensuite, donc j'ai fait une année à Sciences Po Paris en échange, et ensuite j'ai intégré le SCP via les concours AST. Et à l'ESCP, j'ai fait le campus de Paris et celui de Berlin. Qui était une excellente expérience que j'avais racontée dans une autre vidéo déjà. Et ensuite j'ai donc j'ai intégré l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui est une entreprise spécialisée dans la propriété intellectuelle, qui est une entreprise française. T'es commercial? Exactement. Alors là, en fait, j'ai commencé business developer chez eux. Et ensuite, là, je suis chef d'équipe, mais j'ai gardé une partie de ma casquette de commercial pour certains territoires. Et ça fait plus de 2 ans que j'y suis. Ok, bah écoute, on va reprendre chaque point de ton parcours. On va préciser d'ores et déjà que tu n'es pas le cousin du goal du PSG. Pour tous ceux qui ont des requêtes à faire sur les boulettes du goal du PSG, ça n'est pas Antoine qu'il faut s'adresser. Vous avez le même nom. Ouais, j'imagine qu'on en parle tout le temps. On m'en parle souvent et j'aimerais bien que ça puisse me servir. mais non, à la salle de sport, ouais, ça peut me servir. Il n'y a pas des fois où tu t'appelles et tu laisses un peu planer un doute au resto en mode une table pour au nom Donnarumma, un truc comme ça? Mais pas au restaurant, mais à la salle de sport, effectivement, il m'a fait sauter les frais les frais de dossier en fait de base. Parce qu'effectivement tu avais ce petit doute, je dis on vient du même endroit, etc. Ah ouais, c'est marrant, c'est trop marrant. Ok, bon, écoute, ça serait bien s'il était un peu meilleur, mais c'est pas le débat du jour. Donc Antoine, tu peux nous raconter un peu quel type d'élève t'étais au lycée, parce que moi ça m'intéresse aussi de comprendre comment tu décides après de prendre une option internationale en allant en Suisse. Donc est-ce que tu peux nous raconter si ton lycée il t'avait un peu prédestiné à ça ou en fait pas du tout? Alors, donc je viens de Annecy à l'origine, donc une petite ville en Haute-Savoie que je pense beaucoup de gens connaissent. Et mon lycée, j'étais un élève, je dirais, plutôt moyen, dans le sens où j'avais pas des notes, j'étais pas le premier de la classe, j'étais pas non plus le dernier. Et en fait, ce qui a vraiment lancé l'aspect international, c'est quand je me suis mis à chercher les débouchés après le lycée en fait. Et la plupart, il y avait une grosse majorité des personnes avec qui j'étais qui allaient en prépa, une autre partie qui allait en médecine, beaucoup. Et ensuite, il y avait certaines personnes qui, effectivement, allaient dans une université étrangère, dont la Suisse. Et déjà, à cette époque-là, j'avais un peu en tête de me dire que, potentiellement, je pourrais revenir en France plus tard pour faire un master, ce qui s'est concrétisé. Et donc voilà. Donc l'international faisait partie d'un plan en fait. C'était tu savais que derrière il y avait des concours d'admission internationale derrière ou pas encore à ce moment-là? Alors je le savais pas encore à ce moment-là, mais j'avais l'idée de faire l'international comme tu le dis. Après bon, déjà mon nom de famille, j'ai pas de lien avec le footballeur, mais je suis quand même franco-italien. Okay. Et donc l'aspect international est un aspect important pour moi.
et le fait d'avoir quelque chose de un parcours franco-français uniquement, quelque chose qui m'attirait pas du tout. Ok. Et ça, tu l'auras retrouvé aussi à l'ESCP, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être que l'aspect multicampus de l'ESCP, ça a aussi été quelque chose qui t'a attiré, on reviendra dessus. Ouais. Du coup, là, t'as 17-18 ans, t'as envie de donner une dimension internationale à ton cursus post-bac. Pourquoi la Suisse? Comment ça se passe? On pourrait imaginer que t'es candidaté aussi à la Bocconi et tout. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se concrétise, parce que ceux qui nous regardent, peut-être ça les intéresse. Alors, donc, en fait, l'avantage de la Suisse, c'est l'aspect... en fait, déjà, la Suisse, il y a 3 langues officielles. Le français, l'allemand et l'italien. Et donc, l'aspect international, en fait, il est partout. Et c'est ça qui va plus directement. Et donc, en fait, j'avais postulé à quelques prépas. Et à HEC Lausanne, en fait, uniquement. Et voilà, il fallait avoir une mention au bac, je crois, pour intégrer HEC. C'était compliqué, ma sœur l'avait déjà fait. Elle avait redoublé la première année, je crois, elle l'avait recommencé. Finalement, elle s'était réorientée. Tu vois, donc c'était un peu... Petite dédicace à ta sœur qui s'est pris une balle perdue au passage. Non, mais c'est pour dire que... C'était déjà dans l'esprit de la famille d'aller en Suisse. Ouais, il y avait un peu cette idée-là, effectivement. Enfin, il y avait ce parcours qui était possible. Okay. Mais c'était des études qui étaient exigeantes. Je crois que j'avais hésité à postuler aussi à l'EPFL, qui est une école d'ingénieurs juste à côté, qui est une école aussi renommée et une très bonne école, mais l'aspect ingénieur me plaisait moins. Voilà, donc toi, à ce moment-là, ton principal driver, c'était plus l'international que ce que t'allais y faire, parce que t'hésitais en fait entre commerce. Limite, t'aurais pu aller à l'école hôtelière, enfin quasiment. Ouais, complètement. Ouais. Okay. J'avais pas de. Je dis que j'étais un école moyen, mais un étudiant moyen, mais j'avais des notes à peu près bonnes partout. J'avais 14-15, j'ai eu mon bac avec mention bien, et donc en fait. Je pense j'ai pas d'école ou d'université qui m'aurait complètement fermé la porte. Si j'avais voulu faire une école, ça aurait été possible. Donc voilà, et ensuite, à HEC Lausanne spécifiquement, le commerce m'attirait, le management, etc. C'est pour ça que je me suis dirigé là-dedans, mais effectivement, une autre école aurait été possible. Ouais. Et de manière très concrète, comment on candidate à une université étrangère? Est-ce qu'il faut la contacter directement? Parce que bon, aujourd'hui, il y a Parcoursup, là, pour ceux qui nous regardent. Avant, il y avait d'autres trucs, il y avait APB, tout ça. Mais comment on fait? C'est hors tout ça, c'est de la candidature directe, en fait. C'est de la candidature directe, et effectivement, les informations sont compliquées à avoir. Il faut se renseigner, il faut se déplacer. J'étais allé aux portes ouvertes, ils te montrent comment ça marche, ils te donnent les informations, les personnes à contacter, le processus de sélection, les documents à envoyer, etc. Toutes ces informations qui sont plus compliquées à avoir uniquement en allant sur Internet. Et donc, effectivement, il faut se déplacer, il faut postuler directement. Et ensuite, c'est assez rapide. Il faut avoir, je crois, une mention au bac au minimum pour intégrer de base HEC Lausanne. Et donc... donc, c'est sur dossier. C'est sur dossier uniquement, pas de concours. Et ensuite, donc il y a 2 années qui sont compliquées. Enfin, la première année est hyper sélective. J'ai plus les stats en tête, mais je crois que c'est entre 30 et 50% qui passent uniquement. Et à nouveau, la deuxième année est sélective, tu vois. Donc en fait, tu as 2 années où tu dois beaucoup bosser. Et mon meilleur ami qui a fait les mêmes études que moi, que j'ai pas connu on a fait le même lycée, mais je l'ai pas connu au lycée, je l'ai connu à HEC Lausanne. Lui aussi, enfin, on a beaucoup bossé ensemble, en fait, ces 2 premières années, qui sont assez sélectives. Et on avait un rythme très soutenu. Ouais. Ok. Un rythme scolaire, ou est-ce qu'il y a aussi des immersions professionnelles ou des trucs comme ça dès ce moment-là? Non, pas du tout. C'était pas du tout prévu. Et franchement, on faisait beaucoup bosser. Je me souviens, ça m'avait marqué. J'avais un professeur du lycée qui m'avait dit, dans vos études supérieures, tant que vous n'avez pas tout donné, vous avez rien donné, en fait. Et ça m'a plu parce que je me suis dit, si j'échoue, entre guillemets, ou je me réoriente, comme ça a été le cas un petit peu pour ma sœur, finalement, une autre balle perdue. Ok, vous n'avez pas compris. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais cette pression de réussir. Et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de passer les concours, pas les concours, mais ça s'apparentait à des concours. La première année sans problème, la deuxième année sans problème. Sachant, si je peux me permettre, qu'il y a aussi une dimension financière, j'imagine, c'est que c'est des études qui coûtent cher ou pas? Non, c'est l'université suisse, je crois que c'est 500 francs l'année, je crois. Ah, ok. Ouais. Donc complètement contre-intuitif. On pourrait croire que c'est très cher et en fait non. Alors le système suisse il fonctionne de sorte à ce qu'il laisse souvent la chance aux étudiants en tout genre d'intégrer. Tu vois, l'université de Saint-Gall aussi qui est réputée de la même manière, tu peux intégrer relativement facilement le bachelor, mais ensuite c'est très sélectif à l'intérieur en fait. Et ils écrèment à l'intérieur. Alors que des écoles
par exemple, l'école hôtelière de Lausanne, c'est excessivement cher pour une formation qui n'est pas forcément, tu vois, exceptionnelle. Alors que là, HEC Lausanne, il y a deux anciens prix Nobel qui viennent qui ont enseigné, dans cette université. Et t'as des professeurs, moi j'avais des professeurs qui venaient de Harvard, du MIT, qui avaient été économistes au FMI. C'est très reconnu pour l'économie. Et ouais. Non, moi ce que je retiens de ce que tu dis et qui est vraiment passionnant, c'est que du coup l'option étranger, ça paraît souvent lointain, compliqué, cher, pas fait pour moi. Et en fait, bah toi t'es un exemple typique. Alors peut-être que t'avais des prédispositions internationales, t'es franco-italien, bon ok, mais est-ce que tu penses que ton cas il serait adapté à un franco-français pur qui a jamais eu de lien avec l'étranger comme c'était ton cas? Est-ce qu'il peut s'adapter aussi, ou est-ce que c'est un trop gros choc à 18 ans? Non, il peut complètement s'adapter. Il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent, beaucoup de Lyonnais d'ailleurs. Je me souviens, il y a un ancrage assez régional quand même. Et il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Il y a beaucoup de Russes. Enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de Russes. Je sais pas où ça en est maintenant. Et de personnes qui viennent d'Europe, des États-Unis, d'Asie. Et donc pour les Français, c'est totalement possible de s'adapter parce qu'il y a une grande communauté et parce que les gens sont ouverts d'esprit et les étudiants internationaux vont les uns vers les autres sans aucun problème. Et puis il y a bien sûr des associations qui fonctionnent assez bien, même si c'est une université, c'est un petit peu moins actif on va dire, mais elle fonctionne très bien, le mélange se fait parfaitement bien. Et ça permet d'intégrer tout le monde en fait. Ok. Bah écoute, trop cool. Et du coup là t'es parti pour 4 ans, c'est ça? C'est un bachelor à l'anglo-saxonne ou pas? C'est un bachelor en 3 ans. Okay. C'est un bachelor en 3 ans qui est diplômant et voilà, qui est formateur. Mais le bachelor est... Moi, le bachelor m'a permis de me dépasser, de me découvrir dans ce que j'étais capable de faire, en fait. Et typiquement, les professeurs qui étaient bons te donnent envie de travailler. Te donne envie d'étudier, te donne envie de te surpasser. Et j'avais un professeur d'économie qui ensuite m'avait fait ma lettre de recommandation pour les écoles de commerce parce que j'avais fait une thèse de bachelor avec un doctorant qui te suit, etc. Et donc en fait, les professeurs, ils sont aussi là pour t'aider, pour t'épauler. Ils sont accessibles alors que effectivement, ils obtiennent souvent des subventions très grandes pour leur recherche, etc. C'est des professeurs qui sont reconnus. Okay. Donc ça j'avais adoré. Et donc du coup t'as un peu un côté, enfin moi un peu de ce que j'avais ressenti dans la prépa, c'est qu'en fait au lycée, enfin en tout cas pour moi, j'avais pas ce côté où il y avait besoin de se surpasser parce que j'étais exactement comme toi, 14-15, un peu bon partout, un peu nulle part, enfin pas vraiment de matière de prédilection et tout, et t'avais un peu le sentiment de valider tranquille et bon voilà, mention bien, et peut-être que comme moi si tu t'étais décarcassé t'aurais eu mieux, mais en fait bon, à quoi bon quoi. Et là et j'avais ressenti ça aussi sur la prépa, c'est que quand le niveau d'attente et ce que te donne le prof augmente, bah toi t'as envie de donner plus. C'est ça que t'as ressenti, c'est le côté donnant et échange quoi. Ouais, complètement et j'en reviens un petit peu à là, mais la pression aussi que j'avais de vouloir réussir mes 2 années et de pouvoir avoir l'échange que je voulais. Et là à ce moment-là par contre, quand j'ai intégré, c'est là où j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux, j'ai commencé à me renseigner, j'avais une idée un peu plus claire de ce que je voulais. Et je savais que j'avais besoin dans mon dossier, je savais que j'avais besoin de bonnes notes, que j'avais besoin potentiellement d'un échange qui puisse se vendre après. Alors il était où cet échange? Il est quand et où? Alors non mais justement moi je l'ai fait à Paris. Je suis allé à Sciences Po. Ah tu m'as eu là. pour avoir la possibilité de faire valoir ça sur mon CV et pouvoir le mettre en avant. Pour les écoles de commerce. Et ensuite se poser aussi la question de faire potentiellement un master même à Sciences Po, de continuer à ce moment-là. Bon finalement si c'est pas fait ça m'intéressait pas, mais c'était possible. Donc ce qui est ouf c'est que tu as pu faire une année complète, c'est ça, à Sciences Po, dans le cadre d'une école étrangère. C'est quand même c'est dingue, enfin... Ah ouais c'est fou, mais j'avais bien étudié le truc et c'était assez demandé par les Français, mais aussi par les étudiants qui voulaient se lancer plus en politique, parce qu'HEC Lausanne il y a beaucoup d'élus locaux et même au Conseil fédéral qui ont fait HEC Lausanne. Donc en fait, c'était assez prisé de toute cette population-là. Et donc je savais que j'avais aussi besoin de bonnes notes pour intégrer. Donc en fait, la première année, j'ai beaucoup bossé. La deuxième année, j'ai beaucoup bossé. Ensuite, je vais aller à Sciences Po, j'ai dû passer les concours. Et à l'ECP, on y reviendra, mais j'ai voulu effectivement faire une école étrangère. Donc à nouveau, j'ai passé le GMAT quand j'ai arrivé. Donc j'ai eu 4 années assez intenses de travail. Toi, t'aimes bien te mettre un peu dans le dur, quoi, c'est ça? J'aime bien le challenge, la performance et dépasser ce qui est attendu de nous.
par les autres et par soi-même, par ce qu'on est, par les limites qu'on peut se mettre et ce qu'on est capable de faire en fait. Parce que tu aurais pu faire un truc un peu plus tranquille. Si j'ai bien compris, après on va passer à la partie plus concours et ESCP, mais tu as une première année dure, une deuxième année dure. Bon, ça on a compris, t'as pas eu le choix, tu t'es mis au niveau et puis voilà. Et toi, tu t'es rajouté du challenge supplémentaire. Un, en demandant un échange très sélectif. J'imagine qu'il y avait d'autres échanges qui demandaient moins de travail. Et deux, dès ton arrivée à Sciences Po, tu commences déjà à tourner la tête vers la suite, c'est-à-dire en gros le SCP quoi. Ouais, complètement. Complètement. C'est la manière dont j'ai imaginé le processus au moment où j'ai intégré en fait HEC Lausanne. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir. En fait, je pense que c'est quand même ce processus qui m'a permis d'avoir une bonne école. Je l'ai fait avec un ami, donc dont je te parlais tout à l'heure. On a fait exactement le même parcours. Lui est allé à Durham, qui est aussi une université anglaise réputée. Et ensuite, il a intégré HEC. Et donc, en fait, oui, voilà, il y avait un processus, on l'a appliqué, on s'est donné à 200%. Et voilà, ça a marché, quoi, ça a plutôt bien fonctionné. Trop bien. C'est Karl Alexandre ? Karl Alexandre. Ah ouais, ok, juré chez nous. Bah, okay. Exact. Voilà. Tu parles d'un ami, ok, tu m'as mis le doute. Ouais. Ok, ouais, non, mais c'est des parcours hyper inspirants. Donc là, t'arrives à Sciences Po, t'as deux fronts, donc ton année à Sciences Po. C'est une année dure celle-là ou normale ? Plus dur que ce que je pensais, pour être honnête. Je pensais que c'était tranquille, j'allais arriver sans aucune pression. Et en fait, non, à nouveau, effectivement, il faut fournir un peu d'efforts. Et donc, ouais, j'ai dû à nouveau un peu bosser pour les cours quand même. Et en parallèle, à quel moment tu te dis, ben, c'est le bon moment pour commencer à me renseigner sur les écoles de co françaises, le Taj Mahal, le TOEIC, tout ça? Mais en fait, depuis le départ. C'est-à-dire que depuis que la première année, j'avais dans la tête d'intégrer une école de commerce française. Je me suis renseigné déjà à ce moment-là sur les parcours. Moi, je l'ai passé 3 fois le Taj Mahal. Enfin, tu le sais puisque tu m'as accompagné. Je l'ai passé 1 an avant et 2 fois classiquement durant l'année. Tu avais anticipé de sorte que, alors pour ceux qui nous suivent, le Taj Mahal, c'est 1 fois par semestre max. Ouais. Et donc du coup, si vous arrivez à anticiper votre candidature, bah, vous pouvez en gros, pour faire simple, en juin de l'année d'avant, à la toute fin de votre L2, vous pouvez faire un premier passage pour avoir ensuite les 2 passages traditionnels de l'année de la L3. Toi, c'est ce que tu as fait. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Et pour le TOEIC, moi, j'étais un peu bourrin en fait dans ma manière de travailler. Donc le TOEIC, je l'ai dû le passer pour avoir la note requise. Je crois que je l'ai passé 5 ou 10 fois, enfin entre 5 et 10 fois. Et en fait, j'y allais. À chaque fois, j'essayais d'avoir plus, jusqu'au jour où j'ai eu un peu moins. Du coup, je me suis dit, bon, c'est ma note maximale. Et donc, j'ai envoyé cette note-là, tu vois. Okay. Mais pourtant, j'avais un bon niveau. Mais c'est vrai que ça demande un peu de travail. T'avais eu combien au TOEIC ? 950, je crois. Ok, et 383 393. 13, excuse-moi, au Taj Mahal. Donc des bonnes notes, un bon parcours. En plus de ça, tu es sur les admissions internationales, donc du coup, c'est réputé d'être un peu moins exigeant sur le Taj Mahal, un peu plus exigeant sur le dossier, parce que bah, du coup, ils recherchent plus des profils. Et donc là, tu passes les concours d'admission parallèles internationales. Donc c'est Taj Mahal, c'est TOEIC. Alors, je crois que maintenant, ils ne demandent plus le TOEIC si jamais tu justifies que tu as fait tes études en anglophone et tout. Mais bon, bref, on referme cette parenthèse. Et tu le sais, tu es juré là-bas maintenant. Et le dossier. Donc CV, lettre de motivation, tutti quanti, quoi. Exactement. Et le dossier, à nouveau, c'est quelque chose qui se prépare en amont. À nouveau, moi, je me suis préparé dès la première année. J'avais en tête d'y arriver. J'ai fait une association. J'ai fait une école, une école à l'étranger qui m'a permis d'avoir l'école que je voulais. Je réfléchissais déjà à mon projet professionnel. J'essayais d'avoir un projet professionnel qui soit cohérent. Donc, j'avais beaucoup d'associatifs. J'étais parti au Vietnam. J'avais fait de l'humanitaire pour arriver à construire un parcours qui soit cohérent, structuré et qui donne envie aux jurés de me prendre dans leur école. Peut-être ce qui manquait, c'est le professionnel à ce moment-là, enfin, si tu devais trouver un point faible. Exact. J'avais fait un stage dans une banque en Suisse, mais effectivement, ça m'avait pas. C'était exactement ce qui me manquait, mais du coup, j'avais tourné mon projet professionnel vers l'associatif. Et en disant que je voulais intégrer une grande association internationale pour travailler dans un département financier, tu vois. Et ça avait marché, en fait. Ça avait bien marché et c'était bien passé. Donc toi, en plus de ça, particulièrement, donc tu visais les écoles. Bon, j'imagine tu vises HEC, CQSCP à ce moment-là. Mais est-ce que dès le début, tu as un fit particulier sur le SCP parce qu'il a un ADN européen? Est-ce que tout de suite, ça t'a marqué ou tu l'as découvert une fois dedans? Bien sûr, moi ça m'a marqué directement et oui, je voulais vraiment le SCP.
Alors HEC, je l'aurais prise évidemment aussi. L'ESSEC, j'aurais réfléchi pour être honnête. J'ai même pas postulé. Enfin, attends, excuse-moi, j'ai même pas postulé à l'ESSEC. Pour moi, en fait, l'école avait moins de valeur ajoutée, tu vois, par rapport à entre l'ESCP et HEC. Enfin, c'est une excellente école, mais je veux dire par là que, tu vois, HEC, ils ont une identité très forte, très bon à l'international, très bon en finance. L'ESCP, bon en finance, bon en entrepreneuriat et ancrage européen. Les SEC, ils ont un campus en Asie, ils sont un petit peu bons en finance, mais tu vois, ils ont moins cette identité, je trouve, particulière. Si je peux me permettre, enfin, parce que du coup, évidemment, les SEC, c'est une très belle école, et voilà, je pense que toi, c'est aussi dans ton œil d'avoir un œil hyper international, hyper européen, et donc du coup peut-être que t'attends des choses différentes de l'école aussi. Effectivement, si tu veux plutôt aller en Asie, ou si tu veux, l'ESSEC est très fort sur, par exemple, des shares. Eux, ils ont un système de shares qui est un peu différent, sur la beauté, sur le luxe, sur le développement durable, l'économie circulaire. Donc chacun trouve un peu ce qu'il veut dans son école, mais moi ce que je ressens, et je trouve que le SCP, c'est une école qui te va comme un gant, parce que t'es hyper européen dans ton ADN et dans ton parcours, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Il y avait un très bon fit avec la culture de l'ESCP. Effectivement, il faut choisir une école qui nous corresponde d'un point de vue de la culture, des valeurs, et effectivement des campus, des projets internationaux. Il y a les classements, évidemment, et puis il y a aussi, il faut passer des années sympas, parce que du coup, c'est comme ça que tu vas en tirer le maximum. T'arrives à l'ESCP, et est-ce que c'est comme aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque, ils te demandent directement de choisir tes campus, au moins ton premier campus? Alors, il te demande de choisir ton premier campus. Donc là, j'avais fait Paris. Donc, continuité de Sciences Po, en fait. Continuité de Sciences Po. En fait, je voulais travailler. L'idée, c'était de travailler. Bah, à l'époque, on travaillait déjà ensemble. Et enfin, on a commencé à travailler ensemble. Et donc, c'était en fait dans mon idée de pouvoir me donner à 100% dans mon travail. Okay. Et j'avais un petit peu en tête de partir à l'international, tu vois, j'avais hésité à le faire, mais bon, finalement, enfin, à l'international, je voulais aux États-Unis, mais finalement, ça s'est pas fait. Et voilà, je regrette pas, je suis allé à Berlin, c'est très bien passé. Donc, premier semestre Paris. Les 2 premiers semestres Paris. 2 premiers semestres Paris. Année de césure. Césure, tu fais quoi? Donc, année de césure, je fais un stage dans l'expertise comptable. Donc, j'étais analyste financier dans un cabinet, cabinet d'expertise comptable. Rien à voir. J'avais envie de me lancer un peu j'avais envie d'avoir de creuser un peu le côté financier. Et ensuite, bah, je travaillais pour vous. Je travaillais dans la prépa pour différents sujets, différents. Okay. Mais donc, du coup, ça, c'est ton année de césure. Donc, encore une fois, full Paris. Full Paris pour l'année de césure et full Paris pour l'année de césure. Ensuite Berlin pendant 1 an. Ok. À nouveau donc 2 semestres encore. Ouais. Ok. Toi, t'aimes bien rester longtemps dans les endroits. Ouais, j'avais envie de découvrir complètement Berlin et Paris. À l'époque, c'était une ville que je connaissais peu en fait, puisqu'à Sciences Po, j'avais beaucoup bossé. Parce que tu viens d'Annecy de base. Je viens d'Annecy. Et donc, j'avais envie de découvrir Paris. J'avais envie de pouvoir visiter, de pouvoir sortir, de pouvoir découvrir la vie étudiante, parce que aussi, j'avais pas eu de vie étudiante vraiment, tu vois. D'aller dans les restos des joueurs du PSG. Exactement. Ouais, j'avais envie de pouvoir me donner, non mais c'est vrai, de pouvoir avoir un semblant de vie étudiante déjà à ce moment-là, même si j'ai continué à beaucoup bosser et de plus sortir en tout cas, ce que j'ai fait et donc voilà, en fait ça me correspondait bien par rapport à ça. Berlin, tu recommandes, enfin, je crois que tu as passé une super année. Ouais, Berlin, j'adorais. C'est adapté pour qui, Berlin? Déjà, en termes de cours, à l'ESCP, tu vas sur un campus, mais tu vas aussi poursuivre des cours. Donc, déjà, en termes de cours, tu as suivi quoi comme dominante? Formulé différemment, à quel moment tu commences à comprendre que tu n'es pas trop fait pour la finance et qu'en fait, toi, ce qui te plaît, c'est le business développement, commercial, tout ce genre de sujets-là? Et est-ce que, du coup, tu as déjà orienté tes cours sur ça à Berlin? À Berlin, effectivement. À Berlin, j'avais une spécialité qui était International Business, qui me permettait de voir un peu toutes les thématiques business et commerciales que je peux retrouver aujourd'hui. Et l'aspect, effectivement, Berlin, ça a été une super année. Beaucoup d'étudiants étrangers. Et pour répondre précisément à ta question, ça correspond un peu à tous les profils, je dirais, qui ont envie d'avoir une vie étudiante riche en termes de sorties, je dirais culturelle, parfois nocturne, mais culturelle toujours, et qui veulent en fait avoir une vie étudiante vraiment intense, parce que Berlin, si t'y vas sans sortir, tu passes à côté de la ville en fait.
La ville, c'est une ville qui vit la nuit, en fait. C'est ça que tu dirais? Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est une ville qui vit la nuit. Après, c'est une ville, le côté très entrepreneurial de Berlin, moi, je l'ai moins connu. On a eu des cours un peu axés là-dessus et qui ont montré le côté entrepreneurial de Berlin qui est assez connu. Mais moi, je l'ai moins vu. Mais effectivement, le côté vie étudiante très forte et nocturne, ouais, je l'ai bien senti. Ce côté entrepreneurial, enfin, on en a beaucoup discuté ensemble, etc. Toi, t'aimes bien cet écosystème un peu start-up, un peu tout ça. D'ailleurs, la boîte pour laquelle tu bosses, c'est pas forcément une start-up au sens propre du terme, mais t'aimes bien ce côté un peu agile, petite équipe et tout. Bien sûr. Donc, peut-être c'est aussi ça qui t'a plu dans les cours à Berlin et dans l'écosystème un peu où tout va vite, quoi. Oui, complètement. Et la boîte dans laquelle je bosse, effectivement, c'est une entreprise qui est assez importante en termes de taille d'employés. Enfin, il y a 1500 employés. Mais effectivement, l'équipe dans laquelle je suis, c'est une équipe à construire. Tu vois, il y a eu des phases de recrutement, il y a eu beaucoup de changements. Il y a une équipe qui est sur plusieurs continents. Il y a beaucoup de choses à changer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu de l'intrapreneuriat, dans le sens où il faut développer le business au sein de cette équipe-là, on pourrait y revenir, mais qui est une équipe de business development, donc qui est chargée de faire croître le business d'une certaine manière, pour accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ouais, c'est ce qui m'a plu et c'est pourquoi j'ai accès. Donc ça, c'est ton job de sortie d'études en fait. T'as eu qu'un job de sortie d'études? C'est mon job de sortie d'études, effectivement, mais j'avais déjà eu quelques expériences, enfin j'avais des expériences formatrices avant avec vous et dans ce cabinet. Non, mais oui, je parle en sortie d'école. Ouais, bien sûr. En termes de timeline, c'est le premier. Un job de sortie d'école, donc tu te retrouves dans un truc à la base pour lequel t'étais pas forcément prédestiné. Tu nous as dit propriété intellectuelle. T'as déjà essayé 1000 fois de m'expliquer ton métier. Peut-être que là, on va réussir à l'expliquer en mots simples. Pas ton métier, mais la boîte. En gros, j'essaie de te dire ce que j'en ai compris, c'est aider les boîtes à suivre et gérer leurs brevets. Exactement. T'as bien résumé la situation. Trop content. C'est suivre leurs brevets. Ils sont aussi spécialisés dans les marques, dans les portefeuilles de marques. Et ils ont une partie innovation dont l'idée, c'est l'objectif de départ, c'est de booster le département brevet de certaines entreprises. Mais finalement, voilà. Mais bon, c'était ça l'idée de base. Et effectivement, ils vendent des services et des logiciels qui permettent aux industriels, aux entreprises pharmaceutiques, à toutes les entreprises qui ont un portefeuille de brevets, de mieux le gérer, de pouvoir le développer, potentiellement de vendre des licences, etc. Enfin, de mieux l'utiliser aussi. Ok. Parce qu'en fait, on se rend pas compte et il y a des entreprises, ils ont je sais pas, j'imagine des centaines ou des milliers de brevets, c'est ça. Ça paraît un peu absurde de dire, suivre ces brevets, mais en fait, ils en ont des milliers. J'imagine qu'il y a des histoires de date de péremption. Exactement. On faut les renouveler. Peut-être quand il y en a un qui a un brevet un peu similaire ou un truc comme ça. Donc, en gros, il y a vraiment un enjeu majeur sur ça. Il y a tout un écosystème que moi, j'ai découvert à ce moment-là dans le milieu de la propriété intellectuelle que je connaissais absolument pas, que j'ai découvert via via Karl Alexandre, mon meilleur ami, parce que son beau-frère bossait dans la boîte en fait, et donc voilà. Et effectivement, tout cet écosystème, toute cette industrie, je la connaissais pas du tout. C'est quelque chose de très très niche. Il y a pas beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés autant que nous sur ce sujet. La plupart du temps, c'est des cabinets de mandataires européens, en fait, donc d'avocats pour faire simple, et qui sont spécialisés dans les brevets. Et effectivement, c'est un enjeu majeur. Il y a des entreprises, je sais pas, comme Ericsson, qui ont des dizaines de milliers de brevets qu'ils ont besoin de gérer. Ils ont une équipe en interne qui le fait. Et vous vendez un software qui les aide à piloter ça, quoi. Vous êtes une aide pour ces entreprises-là. Alors, on a beaucoup de produits et de services et effectivement, l'un des produits phares, c'est un logiciel qui permet, alors il y a un logiciel qui permet de gérer, enfin sans rentrer peut-être dans les détails du produit, mais il y a un logiciel qui permet de gérer le brevet en lui-même, c'est-à-dire un système de docketing, c'est-à-dire d'actualisation des informations, tu disais des deadlines, etc. sur les brevets, et un logiciel qui permet de faire de ce qu'on appelle de l'art antérieur, c'est-à-dire de savoir si d'autres brevets sont un peu proches du brevet qu'on veut déposer, pour être sûr que on s'oriente dans la bonne direction et qu'on n'empiète pas sur un autre brevet, parce que les conséquences en litige peuvent être très très importantes, et notamment dans les cabinets pharmaceutiques, ça peut faire très très mal en termes d'amende. Donc ça, c'est la boîte, et toi, tu as un job qui je trouve te correspond bien, parce que c'est petite équipe,
Toi, t'aimes bien ce côté-là, beaucoup travailler, beaucoup te mettre des deadlines, de ce que j'ai ressenti de quand on a bossé ensemble, parce que du coup, t'as fait pas mal de missions pour nous, t'es juré chez nous, enfin bref, on se connaît bien. Toi, t'aimes bien avoir de la responsabilité, un chiffre, un PNL, et voilà. Donc en gros, le côté commercial, moi je te vois bien dedans, enfin je trouve que ça te correspond bien, parce que à la fin de l'année, tu regardes en gros le chiffre que t'as généré, quoi. C'est ça qui te fait triper le matin, quoi. C'est exactement ça. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir un chiffre et d'être sûr de l'exploser, en fait. C'est le côté un peu pirate, en fait, du domaine, tu vois, où l'idée, c'est coûte que coûte arriver, en fait, à atteindre ce chiffre. Et cette manière de faire, c'est effectivement ce qui me drive. Et aujourd'hui que je suis chef d'équipe, ce qui est aussi ce que j'essaye d'insuffler plus, tu vois, au sein de l'équipe. Et comment tu insuffles ça? Parce que toi, depuis que tu es tout jeune, et d'ailleurs, dédicace à Anthony Bourbon en passant, parce que ceux qui savent pas, mais Antoine et nous, on est fans d'Anthony Bourbon, et d'où la référence au pirate. Bon, je referme la parenthèse. Comment tu insuffles ça? Parce que toi, tu as ça depuis que tu es tout jeune. T'es un acharné de travail, etc. Comment tu arrives à insuffler ça à des gens qui l'ont pas forcément? Et comment tu sens le potentiel chez les gens que tu vas recruter, du coup, parce que tu as du management maintenant? Ouais, alors il y a deux éléments qui sont déterminants. Un, c'est l'aspect qui est très présent dans le milieu sales, dans le milieu commercial, c'est l'aspect gamification de l'aspect des sales, en fait, des ventes. C'est-à-dire, tu vois, faire en sorte déjà les dashboards dans Salesforce, qui est le CRM qu'on utilise. Tu vois, il y a des couleurs. L'idée, c'est d'être toujours le premier des dashboards. Tu vois, il y a cet aspect très, très jeu, en fait, où les gens essaient d'être premiers, de dépasser les autres. Cet aspect compétition aussi qui est important. Et l'aspect, je pense, feedback quotidien, dans le sens où en fait tu peux savoir s'il y a eu une bonne journée ou il n'y a pas eu une bonne journée. Et ce qui est compliqué, c'est de faire ça sans tomber dans l'aspect, tu vois, micromanagement, en fait, où tu es derrière la personne à checker absolument tout ce qu'elle fait. Donc, c'est cette ambivalence qui est compliquée, enfin, cette dualité qui est compliquée à gérer. Dans un contexte, si je peux me permettre, où tu es en B2B, ça veut dire que tu es sur des contrats qui mettent un peu de temps. Comment tu vois une bonne journée, sachant que tu n'es pas sur du B2C, où tu peux à la fin dire on a eu 10 clients aujourd'hui ou 12. Toi, tu es vraiment sur des contrats, j'imagine, ça met plusieurs mois d'aller convaincre un grand groupe de changer de logiciel ou de prendre ton logiciel, quoi. Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on s'occupe d'une partie du... Enfin, en fait, on a assez d'historique, tu vois, pour savoir combien de temps il faut pour déclencher, je dirais, les premiers rendez-vous. En fait, pour faire rentrer quelqu'un dans le cycle de vente, en fait. Et nous, c'est ça, c'est sur ce point-là, en fait, qu'on est beaucoup challengé. En fait, c'est notre pipe, en fait. C'est combien de personnes, plus que l'aspect à la fin, c'est en fait combien de meetings t'as pris. Nous, c'est notre premier driver, en fait. Le nombre de meetings qui a été généré avec des clients ou des prospects, parce que nous, on s'occupe beaucoup de cette partie. Donc, prospection dans mon équipe. Quoi. Acquisition. Complètement. Et cet aspect-là, cet aspect de prise de rendez-vous, de meeting, c'est ce qui nous drive. Et ça, tu peux le contrôler au quotidien. Parce que tu sais combien ont été générés et dessus tu as des opportunités qui ont de la valeur. Il y a des probabilités sur ces opportunités. Effectivement, c'est des cycles de vente qui sont assez longs, assez complexes. Il y a beaucoup de produits et services également, ce qui facilite pas le travail. Mais voilà, pour en revenir à ce que tu fais, c'est aussi ce qui est challengeant. Ce que tu disais, c'est aussi ce qui me plaît, ce qui est challengeant, parce que cet aspect performance, il est partout, en fait. Il est à tous les niveaux. Et c'est ça qui me plaît, tout simplement. Et ça, t'as déjà eu du recrutement, ou là pour l'instant t'es en management, tu recrutes des gens? Oui, on a recruté des gens en IMIA, à Paris pour. Mais toi-même? Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça veut dire que t'arrives à sentir si ça va fitter tout de suite ou pas? Non, alors c'est compliqué. Donc, je suis chef d'équipe, mais j'ai une manager qui est directrice du département, bien sûr, avec qui fait tu vois, comment dire, qui a la décision finale, on va dire. Mais il y a un processus où je suis partie prenante de ce processus, et c'est compliqué d'avoir cette partie fit. Pour être honnête, c'est compliqué. Il peut y avoir des erreurs. Et donc, il y a déjà eu des erreurs. Tu vois, t'embauches quelqu'un qui finalement fit pas avec l'équipe. Et cette partie-là. Le plus compliqué, je pense, c'est... Moi, j'hésite pas, en fait, dans les entretiens, en fait, à être très direct dans ce que je vais leur demander plus tard, en fait, d'un point de vue de leur performance, en fait. Et je peux sentir, est-ce qu'ils ont faim, est-ce qu'ils ont envie de se dépasser,
parce que non seulement je leur pose la question, mais je leur demande aussi de se mettre dans de me décrire des situations dans lesquelles ils ont dû décrire ça. Et tu sais tout de suite en fait si une personne et c'est pas exactement si tu te sens si elle ment entre guillemets ou pas. Et donc par rapport à ça, ça permet de recruter des gens qui ont cet esprit de performance tout de suite en fait. Et ça, le recrutement, c'est un truc auquel t'es jamais formé. Enfin, ça, c'est l'expérience qui fait que t'as aucun cours. Enfin, tu peux avoir des cours de RH, mais après, quand t'es devant la personne, c'est hyper compliqué, quoi. Alors, oui et non. Bah, le fait d'avoir été juré m'aide à 200%. J'ai fait passer, je crois quasiment à 900 étudiants que j'ai fait passer en tant que juré officiel et dans la prépa. Non? Peut-être même plus, ouais. Je suis sûr que c'est plus. Et enfin, des centaines et des centaines, et peut-être même effectivement des milliers. Et donc en fait, ça m'aide énormément. Parce qu'en fait, dans les entretiens, je sais si quelqu'un s'est préparé ou pas. Je le sais, il me parle 10 secondes, je sais s'il s'est préparé. Moi, je dirais même, il rentre dans la salle, tu sais s'il s'est préparé. Effectivement, ouais, je sais si... en fait, il y a une manière de s'exprimer aussi qui ne ment pas en fait sur ta préparation, sur ce que tu as envie de faire, sur ta motivation. Et ça m'a aidé, ça m'a énormément aidé avec la partie jurée. En fait, tout ce que je utilise aujourd'hui dans le recrutement, c'est grâce à cette partie. Et inversement, t'es un d'autant meilleur juré que tu connais maintenant le monde professionnel, que tu sais, etc. Donc en fait, les deux s'alimentent. Comment tu fais? Alors on a souvent la question, évidemment, moi j'ai ma réponse, mais ça m'intéresse d'avoir la tienne. Comment tu fais pour ne pas faire en sorte que la préparation se transforme en discours stéréotypé et fake, formulé différemment? T'en as qui disent, évidemment, c'est pas ce que nous on dit, mais allez-y naturel, c'est comme ça que ça marche. En fait, soit tu as quelqu'un qui est bon, c'est-à-dire qui naturellement a un bon parcours et a de bonnes expériences, soit tu as quelqu'un qui est mauvais en fait. Et si tu es mauvais, tu as intérêt à t'être beaucoup préparé. Parce que sinon, tu te fais défoncer en fait à l'entretien. Moi, si je peux me permettre, alors c'est pas bon ou mauvais, enfin quand tu dis bon ou mauvais, c'est le parcours. Alors ce que je veux dire par là, c'est que oui, non mais t'as raison, c'est-à-dire que oui, mais t'as un parcours, tu peux aussi travailler dessus et faire en sorte de le présenter sur un meilleur jour et te préparer à mettre en avant ce parcours de sorte à ce que ressorte ta logique, une certaine articulation de ce que tu souhaites faire plus tard, etc., etc. Moi, ce que je ressens, et je pense qu'on partage la même chose, c'est de dire que, en gros, quand t'es admissible, c'est que déjà, le filtre, il a été fait. En tout cas, on va dire, des écoles du top 10 ou des écoles du top 12. Donc, et a fortiori du top 5 et a fortiori du top 3. Le filtre, dossier, est-ce que t'as les prérequis nécessaires, il a été fait. Je pense que t'as que des gens qui potentiellement peuvent rentrer. T'as effectivement des gens où, et pour moi, c'est une infime minorité, où ils t'énoncent juste leur parcours, et c'est bon. Ils ont fait aucun effort, ils ont pas préparé, ils ont un parcours exceptionnel, international, professionnel, ceci, cela. Ok. Ça, pour moi, on est dans de l'infime minorité. Tout le reste, ils peuvent rentrer ou pas rentrer. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de réussir à se préparer sans stéréotyper le discours, mais juste montrer que j'ai compris que on fait pas juste une discussion entre potes, comme on est en train de faire là. On fait vraiment une discussion où mon objectif, c'est qu'à la fin, vous disiez, OK, il n'y a aucun doute, c'est lui qu'il me faut. Et ça se prépare. Effectivement, quand je te disais sur la manière dont tu vois les étudiants, enfin les personnes qui arrivent, c'était dans le cadre de mon travail actuel, pas dans le cadre des jurés où effectivement les admissibles que tu vois ont déjà tous un bon dossier, souvent où il y a déjà eu un premier filtre, et effectivement tous les profils ou beaucoup des profils que tu vois sont des très bons profils. Ce que j'ai vu notamment en étant juré officiel à l'ESCP, où j'étais agréablement surpris du niveau des étudiants, des candidats qui étaient très très élevés, qui avaient fait qui avaient 22-23 ans, tu vois, et qui avaient déjà des expériences professionnelles incroyables, BCG, McKinsey, des trucs comme ça, qui avaient fait des écoles étrangères, ça peut être King's College, il y avait une personne, je me souviens, de Yale, enfin, il y avait vraiment des très très grosses... Parce que tu étais sur les internationaux. J'étais sur les internationaux, effectivement, je faisais pas les candidats français. Et j'ai été vraiment vraiment surpris. Alors pas tous, il y en avait, je crois, sur les quelques-uns que j'ai passés, effectivement, il y en avait pour lesquels ça marche pas. Mais j'ai été vraiment, j'ai vraiment adoré faire passer ces entretiens parce que le niveau était très élevé et c'était agréable. Plus l'étudiant s'est préparé, plus il sait ce qu'il va dire, plus il a réfléchi aux transitions et tout, et plus c'est cool. En fait, ce que parfois les étudiants ont un peu de mal à comprendre, c'est que le descriptif, c'est pas ça qui est hyper intéressant. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ok, mais qu'est-ce que t'en retiens? Pourquoi tu me dis ça? En quoi ça explique ta candidature? Et ça,
franchement, ça se prépare. J'imagine même toi, tu passes un entretien d'embauche, tu connais par cœur ton parcours, ton profil et tout, mais tu vas préparer tes messages, tu vas aller te renseigner sur la boîte dans laquelle tu postules et tout, pour pouvoir faire des transitions un peu sympas et faciliter le discours. C'est toujours désagréable quand le jury doit un peu ramer pour avoir l'information, quoi. Bien sûr, faire une interview qui est en fait un interrogatoire, c'est insupportable. Pour les deux d'ailleurs, pour le jury et pour le jury. Donc, je trouve que le mieux, c'est effectivement de se préparer. Et ce qui est important, c'est les transitions en fait entre les expériences. Et ce qui est en fait la charpente intellectuelle d'un candidat ou d'une personne que tu interviews, je trouve que c'est un des critères qui rend la discussion le plus agréable. Parce que ça te permet tout simplement d'avoir un discours clair et une personne qui arrive à rebondir sur ce que tu dis, faire des liens qui soient intéressants, montrer la cohérence de son parcours, même si a priori c'est assez différent les choses les unes des autres. Toi, t'es le premier à savoir que t'as testé beaucoup de trucs et le jury il est pas fermé en disant bah non, t'as présenté un projet finance, t'as fait d'autres trucs. Bah non, mais explique-moi pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Pourquoi maintenant tu penses que finance va plus te plaire? Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté prendre du recul sur le CV et donner un peu des pistes explicatives. Exactement. Et moi, je rajouterais, tu as dit ce qui rend intéressant, c'est aussi les passions un peu annexes. Enfin, moi, j'adore faire passer les entretiens parce que j'apprends des trucs sur le luxe, sur l'automobile. L'année dernière, on avait un gars qui était passionné de rallye, de vieilles voitures. Enfin, on avait parlé de ça. Les montres, etc. Les montres, voilà. Moi, je demande toujours sur les. Enfin, je trouve ça vraiment passionnant et parfois des passions, mais qui n'ont aucun lien avec moi, de danse classique, de trucs comme ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment là où une fois que tu as évacué le côté cohérence du profil, projet et tout, c'est là où tu peux vraiment passer pour moi d'un 15 à un 20. C'est le côté vraiment coup de cœur du jury, quoi. Complètement. Si le jury passe un bon moment et t'aime, en fait, t'as gagné. Ouais. Et ça peut être compliqué parce que finalement, tu peux avoir un jury un peu froid. Mais voilà, il faut aller chercher la discussion, aller chercher le contact et faire en sorte de déclencher ce sentiment agréable dans le jury. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que parfois, tu sais, on a des grilles. Tu sais, quand t'es jury officiel, t'as une grille, entrer dans la salle, machin. Mais en fait, je pense que tu seras d'accord avec moi. Un bon candidat, tu regardes ton co-jury, tu dis bon bah go quoi. Ouais. Et en fait limite la grille tu la remplis a posteriori pour que ça ait l'air un peu cohérent, mais en fait la question c'est est-ce qu'on lui met 18 ou est-ce qu'on lui met 20 et malheureusement dans l'autre sens aussi bon bah ça va pas le faire, non ça va pas le faire et ensuite on regarde et je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire percevoir au candidat, c'est vraiment le côté discussion et le côté rentrer dans un vrai échange et pas comme tu l'as très bien dit tout à l'heure un interrogatoire où j'ai bien répondu, j'ai mal répondu, on s'en fout en fait, on veut juste passer un bon moment et souvent ça m'est arrivé une fois dans tous les jurés que j'ai fait passer de vraiment être pas du tout d'accord avec mon co-jury, tu vois. Mais est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Tu as souvent le même ou pas Ah non, complètement. Je me souviens d'un candidat, et je crois que c'était l'année dernière, ou cette année, qui ses parents avaient un grand groupe, et il était très fortuné. Et tu vois, on a eu quelques profils comme ça. Et en fait, je me souviens, le premier entretien, en fait, j'ai fait passer tous ces entretiens. Et le premier entretien, il est arrivé, il avait un peu peur. Et je me souviens, il voulait pas dire les chiffres, il voulait pas dire qu'il y avait un groupe familial. Il était comme ça un petit peu apeuré en fait par les a priori que pourront avoir le jury. Et je me souviens que ma co-jurée m'avait dit mais en fait non, mais en fait il est pas très bon, etc. Et je me suis dit c'est vrai que là aujourd'hui il y a la prestation n'allait pas forcément, mais le potentiel est énorme parce qu'en fait il a un dossier qui est unique. Et il va pouvoir, en fait, il faut qu'il y aille à 200%, il faut qu'il explique les choses clairement et qu'il décrit son parcours complètement sans tourner autour du pot et qu'il arrive à impacter le jury. Donc là, je me souviens qu'on n'était pas d'accord sur le potentiel ou sur l'aspect intéressant de cette personne. Mais sauf erreur, je crois qu'il a intégré Schema, qui est l'école qu'il voulait. Et je me souviens avoir fait passer tous ces entretiens et le dernier était très très bon. Ouais. Et il était. Donc là, tu parles à la prépa parce que du coup, il y a un suivi. Oui. Alors que évidemment, quand tu es en jury officiel, c'est one shot et il faut être bon et voilà. Mais du coup, là où tu touches un point qui est vraiment trop intéressant et ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis et c'est hyper intéressant. Mais c'est que en fait, si vous jouez le rôle d'un autre, et que ça vient à ne pas marcher.
moi, ce que je dis toujours, c'est ça peut ne pas marcher, c'est le top 3, c'est hyper exigeant. Tu sais pas si le gars il va bien aimer ta tête, pas aimer ta tête. Ça, tu peux rien y faire. Par contre, il faut que tu aies joué ta carte. Il faut qu'en sortant, tu dises je pouvais pas faire mieux. Ouais. Et si t'es là, t'oses pas dire, etc., en fait, t'as joué le rôle d'un autre. Et si t'es pas pris, tu vas t'en vouloir. Parce que t'as pas été pris, mais sur le rôle d'un autre qui était pas toi. Et souvent, quand tu joues ta carte, et effectivement, t'as souvent les gens qui ont des trucs familiaux, ils osent pas toujours le dire. T'as ceux qui ont été pistonnés sur des stages et tout. Voilà. Mais à un moment, la vie fait que, il faut juste expliquer les choses. Et t'auras toujours des gens un peu fermés d'esprit qui vont dire, oui, mais ceci, cela. Ça veut dire que l'école, elle était peut-être pas faite pour toi, ou peut-être pas à ce moment. Mais au moins, t'as joué ta carte. Et au moins, t'as l'esprit tranquille par rapport à ça. Bien sûr, ouais. Bien sûr, il y a cette personne, cette étudiante qui promenait son chien avec le managing director de JP Morgan. Ouais. Donc ça, effectivement, ça peut aider. Ouais. C'était comment, qu'est-ce que vous connaissez de JP Morgan, un truc comme ça? Je connais le directeur, il se trouve que c'est mon voisin et je promène mon chien tous les matins avec. Bon, ok. Mais voilà, c'est peut-être pas la meilleure manière de dire les choses. Non. Mais, il faut justement travailler parce que, quand on travaille pas, on dit un peu les choses comme elles viennent et, c'est pas ce qu'on recommanderait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Effectivement. Et ce que tu disais à l'instant concernant le degré de préparation et le fait d'être vrai dans ces entretiens, de s'entraîner à être vrai. En fait, moi, j'adore les candidats qui sont mauvais, mais qui sont honnêtes. C'est-à-dire que en fait, ils te disent que, en fait, ils sont très terre à terre sur leurs expériences, sur ce qu'ils ont fait, là où ils sont bons, là où ils sont mauvais. Quasiment ils te le disent, donc c'est maladroit et c'est pas à dire, mais je veux dire, dans un premier entretien, en fait c'est les meilleurs à coacher parce que en fait avec eux tu vas pouvoir travailler efficacement, tu vas pouvoir les aider à construire leur projet. Et donc tu vois, moi je me souviens d'un cas, je sais plus si je te l'avais dit, mais tu vois, d'un mec qui m'avait dit ouais, j'ai pas fait ça parce que tu vois, je suis feignant, ça me saoule, voilà, ça me sert à rien, quoi, pourquoi le faire et tout. Et en fait, ce genre de candidat, t'arrives assez bien à leur dire, mais non, mais en fait, faut pas amener les choses comme ça, faut plutôt l'expliquer, etc. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ils réfléchissent et après, ça permet d'avancer. Alors, quelqu'un qui joue un personnage, c'est très compliqué parce qu'en fait, il s'est construit une identité qui est fausse, qui ne lui correspond pas. Et en fait, il faut d'abord déconstruire le personnage avant d'entamer. Sachant que t'as pas un temps illimité entre les admissibilités et les oraux, donc si tu dois perdre du temps à découvrir la vraie personne pour ensuite lui refaire un vrai discours, mais dans le bon sens, c'est-à-dire un discours assumé et vraiment qui lui correspond, ça prend un peu plus de temps. Juste, je me permets juste de mettre un peu de nuance dans ce que tu dis, mais sur quand tu dis mauvais et bon, etc., c'est toujours une prestation évidemment qui est à un instant T, qui est jugée et encore une fois, chacun doit trouver l'école qui lui correspond et voilà. Je sais que tu le dis dans ce sens-là, mais voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, les étudiants progressent et enfin tous les étudiants progressent et effectivement il y a des prestations qui s'améliorent et des personnes qui, grâce à votre méthode, la manière de travailler qui est efficace, permettent d'avoir de très bons résultats, Donc totalement, il y a pas de mauvais profil. Il y a pas de mauvais dossier en fait. Il y a qu'une mauvaise présentation des dossiers, ça c'est sûr. Le même dossier peut aller de 7 à 17 en fait selon comment il est présenté, comment il est vendu, comment il est assumé, est-ce qu'on est souriant, est-ce qu'on est bien présenté, etc. C'est vraiment ça qu'il faut que les étudiants comprennent et surtout que le jury a pas d'a priori. Parfois on me dit oui, mais moi je suis tombé sur un jury, il aimait pas le luxe. C'est faux. Enfin, nous on demande qu'à connaître des trucs différents et au contraire, plus tu m'apprends des trucs et plus je vais te mettre une bonne note. Donc le côté je suis tombé avec un gars, il était fermé, ça peut arriver, mais sur l'ensemble des oraux que vous allez passer, normalement ça se vérifie pas. Donc on a bien parlé de ça sur les oraux et tout. C'était trop intéressant d'avoir ton regard. T'es à la fois ancien étudiant, à la fois formateur chez nous, à la fois jury officiel à l'ESCP. Donc c'est vraiment cool d'avoir ce regard-là. Qu'est-ce que on peut te souhaiter pour la suite? Là, tu es dans un poste de commercial, tu t'éclates, tu remplis tes chiffres. Là, tout à l'heure, je m'éclate. T'es dans le vert, là, dans le dashboard ou pas, là? Oui, on est dans le vert. Cette année qui se termine. C'est bien. Moi aussi, donc c'est bien. Okay. Ça se passe plutôt bien. Après, je sais pas à quel point les gens connaissent le métier de commercial, mais c'est moins fun d'être manager que commercial en fait. Ouais. Et sauf si t'es directeur. C'est vraiment le chiffre, quoi. Ouais.
Sauf si t'es vraiment très très haut, où tu gères la stratégie, où t'as une bonne flexibilité, enfin un bon degré de liberté sur les décisions que tu prends, là c'est intéressant. Mais en fait, si t'es juste comme je suis un petit peu, tu vois, chef d'équipe ou même, je pense, d'autres jobs de manager, en fait, c'est moins fun que d'être commercial, d'être sur le terrain, d'aller voir les clients, d'aller démarcher, d'aller faire tes chiffres, de signer des gros contrats. Et puis voilà, il y a un aspect, comme je te disais, gamification. Quand tu signes un gros deal dans les sales meetings qui regroupent plusieurs dizaines de personnes, tu vois, souvent t'es cité. C'est cette adrénaline qui peut être un moteur. En fait. Toi, ton rôle, c'est moins de briller aujourd'hui, mais plus de faire briller les autres. Exactement. Et peut-être que toi, tu avais ce côté où en fait, tu préfères être le meilleur commercial et c'est ça, limite, s'il y avait employé du mois, t'aimerais avoir ta photo dessus, quoi. Ouais, t'as résumé ma vie. Non, je déconne. Non, en fait, il y a ça, mais aujourd'hui, je suis content que l'équipe performe bien et performe mieux que l'année dernière. Et je pense que c'est aussi de ça, c'est-à-dire que j'ai aussi réussi à transmettre, ce qui est pas évident, un certain nombre d'outils pour que les personnes que je gère performent mieux en fait. Ouais. Et ça marche. Et une personne, tu vois, qui a pas forcément augmenté en termes de skills parce qu'il était déjà très bon quand il est arrivé, mais en termes de entre guillemets de mindset, de manière d'approcher, sa prospection a beaucoup évolué et il a des bien meilleurs chiffres cette année. Ouais. Et c'est très je crois que tu as une responsabilité dont tu n'as pas encore parlé dans ce podcast. Depuis que tu es passé manager, je crois que tu as la clé du local. Exact. Tu me disais ça ce matin. C'est qu'en gros, tu as la clé et on t'attend pour rentrer dans le local. Et ça c'est quand même le Graal du manager. C'est vrai que c'est pas rare que j'ouvre le matin et je ferme le soir et je mette l'alarme. J'ai déjà été rappelé à 23h parce que l'alarme sonne et il y a personne à la clé pour aller enlever l'alarme. Effectivement, ouais. Donc et ça, il y a qu'un manager qui peut l'avoir et je trouve que t'es dur sur ça. Mais donc du coup, ce qu'on peut te souhaiter évidemment, c'est t'as combien de commerciaux là sous dans ta 7 là aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, 7. Ouais. T'as 7 personnes que tu manages en direct. Ouais, il y en a 3 en EMEA et il y en a 4 aux US. Ah ouais. Ok, ouais. Donc tu as aussi une notion de décalage horaire, etc. Qui est compliqué, c'est un autre sujet qui pourrait nous prendre 1 heure, mais ouais, qui a un gros sujet culturel aussi. C'est des vrais Américains. C'est des vrais Américains. Okay. Et c'est compliqué, culturellement c'est différent. Tu peux pas te dire la même chose, ils ont pas la même relation au travail. T'as un exemple concret ? Bah, par exemple, effectivement, eux, en termes d'horaire, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais effectivement, eux, ils arrivent, il est 9h, 9h30, ils repartent le soir, il est 17h30, et voilà, à 19h31, il n'y a plus personne. Alors que c'est pas ça en fait le métier de commercial. T'as des objectifs, t'es assez flexible, t'as des objectifs qui sont variables en fait. Okay. Donc plus tu travailles, plus tu gagnes, plus tu fais gagner l'entreprise. Donc t'as besoin de travailler plus, tu vois. Et comment t'expliques ça alors ? Parce que le gars il est commercial, c'est un mindset, c'est culturel, enfin c'est. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Je pense que c'est un peu compliqué dans l'équipe dans laquelle je suis précisément parce que il y a beaucoup de managers aux États-Unis dans mon entreprise qui sont européens. Donc c'est-à-dire que ils ont essayé d'importer un petit peu le succès de la branche, enfin en tout cas de l'équipe européenne aux États-Unis. Ça fonctionne pas forcément autant qu'ils le souhaiteraient, et donc je pense que il y a d'un point de vue culturel, ça c'est intéressant. Il y a un problème, tu vois. Mais donc le français est plus travailleur que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Alors ça à 100%. Ah mais alors ça je me suis rendu compte quand j'y étais aux États-Unis. Mais ça n'a rien à voir. Okay. Et en fait, par exemple, un point tout simple, mais en France, on aime bien les after-work, tu vois. Aller boire des coups avec ses collègues, c'est assez commun, en fait, tu vois. C'est sympa, ça permet de créer des liens, etc. Aux États-Unis, c'est jamais le cas, en fait. Okay. Ça n'existe pas, en fait. Pour eux, le travail, c'est alimentaire et après, ils ont leur vie après, quoi. C'est pas rare qu'ils aient d'ailleurs un autre job qui est un peu un red flag pour nous, à côté, et en fait, ils font autre chose, et donc, ils arrivent, mais c'est, enfin, pour nous, en tout cas, pour moi, c'est très compliqué de manager une équipe dans ces conditions culturelles, dans ces conditions culturelles. Mais ça fonctionne, il y a quand même des résultats, il y a quand même des chiffres, et ça fonctionne mieux puisqu'on embauche plus là-bas. J'imagine que t'es assez, je te connais bien, t'es quelqu'un de smart, tu sais où tu veux arriver et tout. J'imagine que du coup, t'as juste
t'ajustes ton discours en fonction de à qui tu parles. T'as le commercial qui est le jeune toi, lui, il faut lui vraiment rentrer dedans et le secouer. Peut-être un autre avec un background culturel différent, peut-être tu vas l'amener là où t'as besoin, mais un peu différemment. Et c'est là où tu progresses en fait. Si tu manages que des gars comme toi, au final, au bout d'un moment, tu plafonnes quoi. Bien sûr, et aussi en termes de compétences personnelles, tu plafonnes, mais aussi en termes de résultats dans l'équipe. Parce que typiquement, dans IMIS, c'est Europe, Middle East, Africa. Et en fait, t'as besoin de profils différents. En fait, tu peux pas mettre sur le marché germanophone un franco-français qui parle allemand. En fait, ça marche pas. T'as besoin d'une personne qui parle allemand, qui connaisse le marché, qui connaisse la langue, qui ait déjà prospecté le marché, qui sait si faut appeler, faut envoyer des emails, qui a cette notion culturelle, tu vois. Est-ce que ça se fait d'envoyer un email à 20h ou exactement. Enfin, c'est vrai que nous, on a des pratiques où parfois on réfléchit pas, mais en fait, ça peut être mal perçu, quoi. Et ça, le SCP m'a énormément aidé. Parce que tu vois, ça paraît curieux, mais on a étudié dans ma spécialité International Business à Berlin les différentes structures d'entreprises. Je me souviens plus des noms techniques, mais des entreprises françaises. Typiquement, il y a des entreprises qui sont françaises ou allemandes, enfin qui ont une très forte identité nationale, même si ce sont des multinationales. Et en fait, c'est très compliqué d'évoluer si t'es pas si t'es pas français par exemple dans le cas de mon entreprise. Et c'est le cas en fait dans mon entreprise actuelle, tu vois. C'est compliqué ils aiment bien les Français, tout le top management est français en fait. Sauf quelques personnes. Ouais, voilà. Et donc tu vois, ces éléments-là, c'est les éléments importants que m'ont amené le SCP. Et l'inverse c'est vrai, ça doit être très dur en tant que Français de gravir les échelons dans un groupe allemand ou dans un groupe américain. Donc Et voilà, mais cet aspect culturel, on nous prépare pas, tu vois. Il faut apprendre sur le terrain, il faut se débrouiller. Tu vois, on nous dit les écoles de commerce ça sert à rien, etc. Là pour le coup, sur cet aspect multiculturel, moi je m'aide beaucoup de ce que j'ai appris à l'ESCP, même s'il n'y a pas eu des tonnes de choses, mais ça m'aide beaucoup en fait, cet aspect multiculturel, tant dans mes expériences personnelles que académiques. Trop cool. J'ai passé un trop bon moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, soit je te fais un peu la classique de l'entretien de motivation. Une dernière question. Non, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou donner des conseils à ceux qui nous regardent? Ça peut être des étudiants qui cherchent à s'orienter, ça peut être des gens qui sont peut-être à la fin d'HEC Lausanne et qui hésitent, etc. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous regardent? Moi, je conseille à ceux qui nous regardent peu importe le parcours qu'ils veulent choisir, de se donner à 100% pour pas avoir de regrets et de se dire si j'avais plus travaillé, peut-être que j'aurais réussi. Ça, c'est le pire. Faut se donner à 100% et voilà, espérer le meilleur. Trop cool. Je suis grave d'accord avec toi et surtout, nous, on insiste souvent sur les AST. On fait aussi des post-bac, les concours post-bac. C'est vraiment des périodes très courtes où en fait tu peux changer la suite de ta carrière et la suite de ta vie parce que peut-être tu n'aurais pas les mêmes opportunités si tu n'avais pas fait la même école, mais en fait ton école elle s'est jouée parfois à quelques points dans un test de Tajmaj, à quelques points de TOEIC, à une lettre de motivation sur laquelle tu as passé 2 semaines au lieu de 2 heures, et c'est des temps qui sont hyper accéléré et jamais dans votre vie vous aurez une nouvelle opportunité en 1 an de changer les 40 prochaines années. Et donc on essaie de transmettre ça sans mettre la pression, mais parfois t'as envie de leur dire mais c'est une opportunité unique que t'as, quoi. Mais la pression pour moi elle est bien, hein. Il y a pas de, je trouve que ça permet aussi aux gens de plus bosser. Alors il faut une pression saine, mais ça permet aux gens de plus bosser et c'est ça aussi l'important, quoi. Donc je suis d'accord avec toi sur 100% de ce que tu dis. Je te remercie en tout cas, j'ai passé un trop bon échange. Ça m'a fait plaisir aussi de te découvrir sous un angle un peu plus pro et tout, puisque d'habitude on se voit pendant les matchs de Ligue des Champions de ton cousin qui fait des boulettes sur sa ligne. Non, blague à part, ça m'a vraiment fait plaisir. T'as vraiment montré une facette du métier de commercial ou de business developer qui parfois est un peu moins connue. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez découvert une forte personnalité en la personne d'Antoine. Et puis ceux qui ont passé des entretiens avec Antoine chez nous, voilà, vous avez pu découvrir aussi une facette peut-être que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à nous faire vos retours. On est vachement preneurs et je vous remercie à tous de votre suivi. Salut à tous, salut Antoine. Salut.